J'ai assisté à la fête luxueuse de l'entreprise de mon conjoint, seulement pour voir la riche patronne de mon mari, un genou à terre, lui proposer « Veux-tu quitter cette femme pauvre et faible pour m'épouser ?» Puis mon mari a dit oui. Alors, je suis parti discrètement et j'ai immédiatement tout annulé. Le lendemain matin, j'ai reçu 17 appels manqués et quelqu'un a frappé à ma porte. Je m'appelle Olivia Carter, j'ai 36 ans, je suis fondatrice et ingénieure logiciel principal d'Atlas Robotics, une entreprise spécialisée dans le développement de robots humanoïdes pour le soutien médical, en particulier pour les patients âgés. Il y a 10 ans, mon mari, Nathan Carter, et moi avons cofondé Atlas dans un petit garage en périphérie de Chicago, où nous n'avions rien d'autre qu'un vieux bureau, 2 tasses de café et un rêve que personne n'osait nommer. J'ai construit l'ensemble du cadre de communication par IA et du système de contrôle gestuel, des algorithmes qui permettent aux robots de lire le contact visuel, d'imiter les gestes et de répondre aux émotions humaines. Lui, avec un MBA et un don pour la parole, s'occupait des communications, de la collecte de fonds et des affaires extérieures. Pour le public, Nathan était l'âme d'Atlas, le visage de la marque, célébré sur les couvertures de Forbes, Wired, Bloomberg. Mais dans chaque ligne de code, chaque diagramme de système, je savais que le logiciel était le cœur. Et c'est moi qui avais écrit ce cœur. Je n'ai jamais eu besoin des projecteurs. Je voulais seulement que notre produit soit dans les hôpitaux, les maisons de retraite, aidant vraiment les personnes âgées à vivre de manière plus indépendante. Mais récemment, j'ai commencé à me sentir mise à l'écart. Les voyages d'affaires de Nathan sont devenus plus fréquents, souvent avec Victoria Langford, une capitale risqueuse de New York, qui négociait actuellement un accord de 80 millions de dollars. Je pensais que c'était juste du travail, jusqu'à une nuit où je suis allé dans son bureau pour des documents de planification d'introduction en bourse, et j'ai vu l'entrée du calendrier. Dîner avec V, suite 1812, 21h, sur son ordinateur portable. Je l'ai refermé discrètement. Peut-être que je craignais d'entendre un mensonge plus poli que la vérité. Je ne l'ai pas confronté, non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'avais besoin d'être sûr. Puis est venue l'occasion, le gala du 10e anniversaire d'Atlas avec plus de 290 invités, investisseurs, directeurs d'hôpitaux, journalistes financiers et premiers supporters. Je portais une robe en velours noir à encolure carrée, tenant le discours que j'avais écrit 3 jours plus tôt ainsi qu'un petit cadeau pour Nathan. Une paire de boutons de manchette en argent gravé du logo d'Atlas dans une boîte en ébène gravé des mots, pour l'homme qui a fait croire au monde. Je suis arrivé 15 minutes en avance, debout au fond de la salle, regardant les lumières dorées couler sur les verres de champagne, le son des talons se mêlant à la musique classique. Mais alors mes yeux se sont arrêtés sur la scène. Victoria Langford se tenait là, magnifique dans une combinaison rouge flamboyante, tenant un microphone, le projecteur braqué sur elle. Puis elle s'est agenouillée devant Nathan sur la scène principale, l'endroit même où j'avais imaginé annoncer l'expansion de notre production de robots pour les hôpitaux de l'Illinois. Nathan Carter, dit-elle, la voix vive comme un monologue répété. Tu mérites un partenaire de plus grand calibre, quelqu'un qui comprend ta valeur, pas comme Olivia. Rigide et stagnante. Une vague de murmures s'est répandue dans la pièce. Je suis resté immobile, mon cœur battant la chamade, mon esprit vide. J'ai regardé autour de moi, attendant que quelqu'un prenne la parole, mais non. Quelques applaudissements, puis d'autres. Puis toute la pièce a éclaté en applaudissements et en félicitations. Victoria a sorti une bague de sa poche, en forme du logo d'Atlas, et l'a passée au doigt de Nathan, une déclaration clairement planifiée à l'avance. Je me suis détourné, tenant toujours la boîte de boutons de manchette. C'est alors que j'ai su que ce n'était pas une fête. C'était une performance, un spectacle soigneusement mis en scène dans lequel moi, la fondatrice, l'ingénieur, la femme qui a donné une décennie de sa vie à cette entreprise, n'était qu'un personnage secondaire sans réplique. 5 minutes plus tard, j'ai reçu un email de l'équipe juridique. Olivia Carter se retirera temporairement de son poste de direction pour des raisons personnelles. Je n'ai pas écrit cette ligne, mais quelqu'un d'autre l'a fait en mon nom. Le fait est que je n'étais pas silencieuse pour disparaître. J'étais silencieuse pour observer. Parce que lorsque le scénario a été préécrit, c'est moi qui réécrirai la fin. Je ne me souviens pas comment j'ai quitté la salle de bal. Je me souviens seulement que mes pieds semblaient ne pas toucher le sol, et que la musique et les applaudissements s'accrochaient à moi comme une ombre dont je ne pouvais me défaire. J'ai ouvert la portière de la voiture, je me suis assise sur le siège du conducteur, mais je n'ai pas démarré le moteur. Les boutons de manchette en argent étaient toujours dans mon sac, glacés,
un rappel cruel de quelque chose que j'appelais autrefois l'amour. Quand j'ai finalement démarré la Volvo, il était près de 21h20. J'ai conduit dans la nuit de Chicago où les lampadaires se brouillaient derrière moi comme des souvenirs qui s'estompent. Je me souviens il y a 2 ans, également par une nuit pluvieuse. Ce jour-là, le contrat de 75 millions de dollars avec Midwest Health System, un projet de robot médical intelligent que j'avais passé 18 mois à développer, a été officiellement annulé. Pourquoi? Une secrétaire nommée Erika, à peine 4 mois dans son poste, avait envoyé une ébauche de l'accord technique, contenant encore des clauses à haut risque sur l'accès aux données des patients et l'intervention à distance du système d'IA. J'avais supprimé ces clauses dans la version finale, mais Erika, ne comprenant pas la structure technique, a pensé qu'il était plus facile à comprendre et l'a envoyé quand même. Ce matin-là, Midwest s'est retiré des négociations. Le projet s'est effondré. Nathan a immédiatement appelé à une réunion d'urgence pour examiner les erreurs de procédure. Ce soir-là, lorsque je suis retourné au bureau pour vérifier les journaux système, l'étage de la direction était sombre. La porte de Nathan était légèrement entr'ouverte. Des lumières jaunes douces se déversaient dans le couloir. Je me suis approché et, à travers l'ouverture, je l'ai vu déboutonner doucement le chemisier d'Erika, ses lèvres effleurant son cou. Nathan n'a jamais su que j'avais tout vu jusqu'à ce qu'Erika se retourne, surprise, et se recule. Il n'a réussi à dire qu'un seul mot. Olivia. Je suis resté là, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je l'ai juste regardé, puis je me suis retourné et je suis parti. Mais Nathan m'a suivi, m'a attrapé la main, la voix tremblante. C'était juste un moment de faiblesse, juste un sentiment passager. Mon amour pour toi n'a jamais changé. J'ai voulu retirer ma main mais je n'ai pas pu. Ses yeux étaient humides, désespérés, comme un enfant qui a peur de perdre la dernière personne qui croit encore en lui. Et j'ai cédé. Je croyais que tout le monde pouvait faire des erreurs tant qu'il ressentait du remords. Je croyais en l'amour que nous avions construit pendant 10 ans et en l'entreprise que nous avions créée à partir de rien. Je croyais que si je lui pardonnais, les choses pourraient redevenir comme avant. Le lendemain matin, je me tenais sur le podium de la presse, disant aux investisseurs qu'il y avait eu un problème dans les tests internes, que Monsieur Nathan était temporairement en congé pour des raisons de santé. Moi, la trahi, suis devenu le bouclier du traître, parce que je croyais que je sauvais Atlas. Mais maintenant, avec le recul, je sais que cet acte de pardon a été le prix auquel j'ai perdu ma voix. Et quand une femme perd sa voix, elle perd aussi le droit de décider de sa propre vie. Mais j'ai eu une voix. J'ai tout eu, parce que j'ai eu mon grand-père. Chaque fois que la pluie nocturne s'abat contre la vitre, je me souviens de la faible lueur jaune d'une petite lampe de bureau dans ce vieux garage à l'extérieur de Chicago où lui et moi nous penchions ensemble, programmant la première version du système de communication robot-humain. Tandis que d'autres adolescents jouaient à des jeux vidéo ou rêvaient de faire des discours dans des camps scientifiques, tout ce que je voulais, c'était m'asseoir à côté de lui, l'écoutant expliquer chaque ligne de code, chaque principe derrière la rétroaction vocale et émotionnelle. Pour les autres, ce n'était qu'un garage rempli de circuits imprimés et de café froid. Mais pour moi, c'était le premier endroit où j'ai appris à communiquer avec les gens par le biais de machines. L'année où Atlas Robotics était au bord de l'effondrement, nos actions internes ne valant presque rien, et Nathan sombrant après 3 trimestres consécutifs de pertes, je ne me suis pas assise pour pleurer. J'ai ouvert le coffre-fort, retiré les 8 millions de dollars d'héritage que mon grand-père m'avait laissé. L'argent, disait-il un jour, sert quand on a besoin de sauver quelque chose qui compte vraiment. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Nathan. J'ai discrètement racheté 22% des actions de la société, juste assez pour conserver un droit de veto sur les stratégies de développement logiciel de base, tout à mon nom. Les investisseurs qui m'ont vendu à l'époque m'ont traité de folle. Une jeune ingénieure jetant toute sa fortune dans un navire en perdition simplement parce qu'elle croyait au logiciel d'IA qu'elle avait elle-même codé. Mais je n'étais pas folle. J'étais juste la dernière à croire encore en la valeur réelle. Je pensais que Nathan comprenait cela, mais il ne l'a pas fait. Il n'a jamais su que sans cet investissement soi-disant insensé, Atlas n'aurait pas survécu à 2020. Il n'a jamais demandé, et je n'ai jamais dit. Avec le recul, c'était peut-être la première erreur. Non pas parce que j'ai sauvé l'entreprise, mais parce que j'ai laissé les autres croire que le vrai pouvoir était entre leurs mains, alors que depuis le début, il était le mien. Avec le recul, je ne peux toujours pas oublier ce matin. Une aube de printemps douce et fraîche, une lumière fragile filtrant à travers la fenêtre de la cuisine givrée. Je suis descendu à 6h42,
l'odeur du pain grillé et de l'espresso flottant dans l'air vif. Nathan se tenait près du grand miroir près de la fenêtre du salon, portant une chemise blanche fraîchement repassée, tenant le brouillon imprimé de son discours sur du papier lisse de 120 grammes par mètre carré. J'ai reconnu les lignes. C'était la description technique que j'avais écrite pour la demande de brevet il y a 3 mois. Un mécanisme de rétroaction émotionnelle basé sur l'intensité des vibrations linguales combinées à l'analyse de la température de surface. Il lisait lentement, articulant comme s'il avait personnellement inventé chaque terme. Sa posture droite, ses yeux brillants de confiance. Je suis resté immobile dans la cuisine, la main sur ma tasse de café, écoutant chaque mot, dont aucun ne me mentionnait. Pas un regard demandant mon avis. Pas une reconnaissance que c'était moi qui avais écrit les premières lignes de code pour ce robot à l'époque où Nathan était occupé à gérer un procès d'employé. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste regardé par-dessus le comptoir de marbre blanc, j'ai vu son reflet dans le miroir, une image parfaite, un mari réussi répétant pour son moment de gloire. Et moi, la femme dans les coulisses, comme si mon rôle était simplement de préparer le café à l'heure. À ce moment-là, j'ai pensé qu'il était peut-être juste concentré sur le lancement. Peut-être que, d'une certaine manière, je devrais être fier que mon mari soit devenu assez confiant pour monter seul sur scène. C'est ce que je me suis dit, mais je ne savais pas que ce serait le jour où toutes les illusions s'effondreraient. Je suis retourné dans la chambre alors que l'horloge sonnait 8h10. Nathan était déjà parti avec son assistant, emportant avec lui le discours que j'avais écrit et le costume que j'avais choisi pour notre 8e anniversaire chez Atlas. Dans le dressing, je suis resté immobile entre 2 portants de robe. Mes yeux se sont posés sur une robe noire à col montant et manches longues en soie italienne. Design simple, sans dentelle, sans fente. Une robe que j'avais gardée pour une conférence sur l'éthique de l'IA. Je l'ai enfilée, remontant lentement la fermeture éclair. Le tissu a épousé mon dos, mon cou et mes épaules comme une fine couche d'armure. Invisible mais juste assez pour me maintenir en équilibre dans le chaos. Robe noire, col montant, symbole de retenue et de contrôle. Je ne voulais pas que quiconque lise mon visage ce soir. Avant de quitter la pièce, j'ai ouvert le coffre-fort, une habitude que je maintenais à chaque anniversaire de l'entreprise. Non pas par suspicion, mais juste pour me rappeler que j'étais là depuis le début, même à l'époque où l'entreprise a failli faire faillite. À l'intérieur se trouvait un dossier bien rangé, un certificat de 33% d'actions originales. À côté, les contrats de transfert de 22% acquis auprès de 3 investisseurs qui se sont retirés pendant la crise. J'ai utilisé une partie de l'héritage de 8 millions de dollars de mon grand-père pour les acheter. Non pas pour le profit, mais parce que je croyais en la mission de l'entreprise d'aider les personnes âgées à mieux vivre. Je croyais en notre capacité, la mienne et celle de Nathan, de faire en sorte que nos efforts ne soient pas vains. J'ai passé mes doigts sur ma signature. L'encre bleue était légèrement bavée parce que ma main avait tremblé. D'inquiétude, d'espoir. À côté, il y avait une petite carte de mariage que j'avais glissée comme marque-page et une photo de nous debout devant notre premier prototype de robot dans le laboratoire. Un modèle qui a depuis longtemps été remplacé par quelque chose de plus avancé, optimisé, plus froid. J'ai fermé le coffre-fort, j'ai vaporisé une touche de parfum boisé sur mes poignets et je suis sorti de la pièce. J'ai quitté la maison juste avant midi. Le ciel de Chicago était lourd de nuages gris si bas qu'il semblait à portée de main. Dans la voiture, la radio diffusait des nouvelles du marché technologique entrecoupées d'une publicité pour Atlas Robotics. La voix de Nathan coulait sans interruption. Une technologie qui comprend l'humanité. J'ai laissé échapper un léger rire. Cette voix m'avait autrefois fait croire que nous étions une équipe. Maintenant, elle sonnait comme une boucle sans fin d'une performance que j'avais vue trop de fois. Alors que la voiture s'arrêtait à l'intersection de Michigan Avenue, mon téléphone a vibré. Un email de Mason Blake, l'un des premiers actionnaires d'Atlas, qui m'appelait encore « l'ingénieur résiliente ». L'objet ne contenait que 3 mots. « Tu vas bien ?» Je l'ai ouvert et ma poitrine s'est serrée. Mason avait transféré un email interne que Nathan avait envoyé aux actionnaires ce matin avec une brève note. « Je pensais que tu savais déjà. » Le message disait « Chers actionnaires, à l'occasion de notre 10e anniversaire, je voudrais annoncer que la cofondatrice Olivia Carter a exprimé son souhait de prendre un congé pour se concentrer sur sa famille et sa santé. Nous poursuivrons le plan de restructuration pour faire entrer Atlas dans sa prochaine phase de croissance. » Je l'ai lu et relu, mais ma vision s'est brouillée. Je n'avais jamais dit que je voulais me retirer. Je n'avais pas pris de congé,
mais l'email avait été envoyé écru. En faisant défiler, Mason avait également joint une ébauche de communiqué de presse rédigé par Victoria Langford, l'investisseuse stratégique de New York, préparée pour la presse. Atlas élargit sa collaboration avec un nouveau groupe d'investissement, y compris le transfert possible d'une partie des actions du fondateur d'origine pour promouvoir une vision mondiale. 2 informations, un email interne, un communiqué de presse, s'emboîtant comme des coups d'échec planifiés de longue date, et une fois de plus, j'étais laissé hors du jeu. Je suis resté assise dans la voiture, regardant les gens passer à travers la vitre, les mains serrées sur le volant. Dans ce monde, les gens ne croient que celui qui parle en premier. Et Nathan, il a toujours su comment parler en premier. Avec le recul, lorsque Victoria s'est agenouillée et a demandé Nathan en mariage devant toute la salle de bal ce soir-là, j'ai enfin compris pourquoi la foule applaudissait. Ils avaient déjà cru que c'était un passage de flambeau raisonnable. Personne n'a pensé à la trahison. Personne n'a pensé à moi. Je suis resté assise dans la voiture pendant un long moment après avoir lu l'email de Mason. Une légère pluie striait le pare-brise, chaque goutte traînant comme une ligne de pensée. J'ai allumé le chauffage, mais mes mains sont restées froides. En partie à cause du vent extérieur, en partie parce que j'ai compris que quelque chose se déroulait tranquillement, et que j'étais la dernière à le savoir. Le téléphone était toujours posé dans son support. Une nouvelle notification s'est allumée. iPad Pro. Nouveau message de Victoria Langford. C'était l'appareil lié au compte de travail partagé de Nathan, que j'utilisais auparavant pour tester les scripts de démonstration de robots lors des présentations. Peut-être qu'il avait oublié de le déconnecter quand il a laissé l'iPad dans la voiture l'autre jour. Je l'ai ouvert par curiosité et mon monde s'est effondré en quelques secondes. L'écran affichait un court message sans ponctuation de Victoria. Ce soir, tant qu'elle perd le contrôle devant la foule, on aura une raison de la retirer d'Atlas. J'ai fixé l'écran, sentant comme si l'air autour de moi avait été aspiré. Tout a ralenti. La pluie tapotant sur le toit, le klaxon lointain de la circulation, le son de mon propre rythme cardiaque. J'ai relu le message encore et encore, puis j'ai fait défiler la conversation. Des plans détaillés ont émergé, l'attribution des votes, les clauses de relations publiques, et le moment précis pour annoncer les changements de personnel clés. Je me suis penché en arrière sur mon siège, les genoux tremblant légèrement. Il n'y avait plus rien à déchiffrer. Le gala de ce soir n'était pas une célébration. C'était une exécution publique. Un piège tendu étape par étape, mot par mot, pour me détruire devant toute la communauté des investisseurs. J'ai éteint le téléphone et je suis resté assise en silence. À travers la vitre embuée, une enseigne de café de l'autre côté de la rue clignotait en rouge. J'ai soudainement eu envie d'un endroit avec des étrangers, l'odeur du café, et des voix autour de moi pour tenir le vide à distance. Je suis entré, j'ai commandé un cappuccino chaud et j'ai ouvert mon carnet de projets, toujours marqué d'une note manuscrite de mon grand-père. Si un jour tu dois prouver quelque chose, laisse la vérité parler d'elle-même. J'ai fermé le carnet. J'irai au gala, non pas pour m'expliquer, mais pour être témoin de la trahison de mes propres yeux, pas par les mots de quelqu'un d'autre. Et vous savez, je suis quand même allé au gala comme prévu, pour assister au moment. Elle m'a regardé droit dans les yeux, puis s'est tournée vers Nathan et s'est agenouillée au milieu de la musique et des flashs des appareils photo. Tu mérites un partenaire de plus grand calibre. Les applaudissements ont éclaté, bruyants, enthousiastes, comme une scène parfaitement mise en scène. Je suis restée immobile, silencieuse, serrant la petite boîte qui contenait les boutons de manchette en argent que j'avais autrefois l'intention de lui donner. Personne ne m'a regardé. Personne n'a remarqué que j'étais là. Quand Victoria a embrassé Nathan, j'ai vu son visage se crisper brièvement. Puis il a souri et s'est incliné en retour. C'était le sourire de quelqu'un qui avait gagné. Je n'ai pas pleuré. Je me suis simplement détourné et je suis sorti tranquillement de la salle de bal, le son des applaudissements résonnant derrière moi. Dehors, le vent était vif et froid, l'odeur de la pluie mêlée à un parfum cher persistant sur mon manteau. J'ai marché d'un pas rapide jusqu'au parking, j'ai démarré la voiture, et ce n'est que lorsque les lampadaires ont commencé à reculer derrière moi que mes mains ont commencé à trembler. Non pas de douleur, mais de la prise de conscience que mon silence était devenu la frontière finale. La nuit après le gala, une fois que les applaudissements se sont tus et que les lumières de cristal n'existaient plus que dans les souvenirs, mon appartement était plongé dans l'obscurité. Sur la table reposait encore la petite boîte contenant les boutons de manchette en argent que je n'ai jamais pu lui donner. Le cadeau non offert.
Nathan n'est pas rentré. Les réseaux sociaux étaient déjà inondés de photos de lui et de Victoria au 10e anniversaire d'Atlas Robotics, où ils levaient leur verre et riaient au milieu de la foule. Ils séjournaient à l'hôtel où l'événement avait eu lieu. J'ai ouvert mon ordinateur portable, la lumière bleue baignant mon visage fatigué. Mon doigt a lentement tapé dans le système de messagerie interne en utilisant une ancienne accréditation d'administrateur que Nathan ne savait pas exister encore parce que je l'avais créée moi-même. Des dizaines de fils de mai sont apparus de Victoria Langford, Park Hyatt Manhattan Suite. Je les ai ouverts un par un et chaque mot a vidé le sang de mon corps. Ils avaient une liaison depuis 9 mois, depuis la conférence technologique de Boston, celle à laquelle Nathan disait assister pour conclure un accord avec Meta. En vérité, c'était leur premier voyage ensemble. J'ai fait défiler les pièces jointes, un reçu de collier Tiffany de $36 000, une escapade d'un week-end dans la Napa Valley, la suite présidentielle au Park Hyatt Manhattan, le tout classé comme frais de consultation. J'ai fixé sa signature numérique, creusée au point que même les larmes ne pouvaient plus couler. Il ne m'avait pas seulement trahi. Il avait trahi le rêve même que j'avais insufflé dans chaque ligne de code, chaque nuit blanche. J'ai tout imprimé, chaque email, chaque reçu, chaque journal de discussion. Je les ai triés chronologiquement, les ai glissés dans un dossier noir intitulé « Preuve privée ». Sous la lampe de bureau, mon écriture tremblait légèrement, non pas de peur, mais parce que pour la première fois, j'ai réalisé que je ne voulais plus rien sauver. J'ai ouvert ma boîte de réception personnelle, j'ai joint tous les documents et je les ai envoyés à l'avocate Melissa Thorne, celle qui m'avait aidé lors de l'affaire de droit d'auteur sur le logiciel il y a 3 ans. J'ai écrit une seule ligne. Ils ont une liaison depuis 9 mois. Maintenant, j'ai la vérité. J'ai cliqué sur envoyer. Le léger clic a résonné comme une serrure qui se tourne, fermant la dernière porte entre lui et moi. Le lendemain matin a jeté une lumière grise et froide sur la ville, se reflétant sur les tours de verre du centre-ville de Chicago. J'étais assise dans mon bureau à domicile, une tasse de café refroidissant à côté de moi. L'écran de l'ordinateur était allumé avec le logo d'Atlas Robotics. Mes doigts ont tapé la commande exacte que j'avais écrite dans le code d'administration principal, une séquence que personne d'autre ne connaissait. La commande de substitution racine est apparue, puis a disparu, révélant le panneau de contrôle interne de l'ensemble du système. Nathan était toujours connecté via le compte exécutif, ignorant qu'il était sur le point de perdre tout accès. J'ai commencé à révoquer les autorisations couche par couche, système RH, email exécutif, accès à la base de données IA. À chaque message d'accès révoqué, quelque chose en moi a commencé à se réparer tranquillement, sans drame. Finalement, j'ai entré la commande pour activer la clause 14.2, abus d'actifs de l'entreprise, une politique que j'avais personnellement ajoutée lors de la réécriture de la charte opérationnelle il y a 5 ans pour protéger Atlas des dépenses personnelles non autorisées. Un écran d'avertissement est apparu. Compte exécutif Nathan Carter signalé pour transactions irrégulières. Montant total, $110 millions. Action suggérée, gel temporaire des actifs. J'ai cliqué sur « Confirmer ». En 3 minutes, tous les systèmes bancaires liés et les actifs de l'entreprise au nom de Nathan ont été gelés, y compris $42 millions d'investissements immobiliers et $68 millions de dépenses personnelles retirées des fonds de l'entreprise sous l'étiquette « Étude de marché ». Dehors, par la fenêtre, Chicago s'éveillait lentement. Et moi, celle qui avait tranquillement bâti les fondations d'Atlas, je fermais maintenant la porte pour de bon. Non pas par vengeance, mais pour protéger le travail de centaines d'ingénieurs et d'investisseurs qui croyaient encore en ce logiciel. J'ai sauvegardé une copie du journal système et je l'ai envoyé à Melissa avec une courte note. Ce n'est que le début. Puis j'ai éteint l'écran et je me suis penché en arrière sur ma chaise. Dans le silence de la pièce, pour la première fois depuis des années, j'ai pu entendre mon propre rythme cardiaque plus clairement que n'importe quelle machine. Vers 10h20, la sonnette a retenti à plusieurs reprises. J'ai ouvert la porte pour trouver Evan, l'assistant personnel de Nathan, debout devant moi, le visage pâle, la chemise à moitié boutonnée, tenant toujours un téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. Il a parlé à bout de souffle. Le système est tombé en panne. Tous les accès de Nathan ont disparu. Les actionnaires paniquent et Victoria. Elle m'appelle sans arrêt depuis ce matin. Je l'ai invité à entrer, je lui ai versé un verre d'eau, je l'ai posé devant lui et j'ai dit calmement, il n'y a pas d'erreur système, Evan. Tout fonctionne exactement comme il se doit. Il m'a regardé, perplexe, sans comprendre. Je me suis levé et j'ai récupéré un dossier noir du tiroir.
Le dossier juridique que l'avocate Melissa Thorne avait préparé pendant la nuit après que je lui ai envoyé toutes les preuves. Le titre indiqué en italique, avise de détournement et de violation du devoir fiduciaire. J'ai fait glisser le dossier vers Evan, ma voix calme mais froide. Donne ça à Nathan. À l'intérieur se trouve un rapport financier détaillé sur 68 millions de dollars de dépenses personnelles provenant des fonds de l'entreprise, ainsi qu'une violation de la clause de l'article 14.2 du code interne d'Atlas Robotics. S'il veut conserver un semblant de dignité, il signera la lettre de démission dans les 24 heures et remboursera chaque centime qu'il a détourné. Evan a écarquillé les yeux, me regardant avec incrédulité. Vous allez poursuivre Nathan? Mais cette entreprise, c'est la vôtre. À vous deux? J'ai souri légèrement, non pas moqueusement, juste tristement. Non, Evan. Cette entreprise est la mienne et elle appartient aux gens qui y croient encore. Alors qu'il partait, je me suis tenu près de la fenêtre. Au loin, le siège d'Atlas Robotics se dressait contre le ciel gris pâle, haut, froid et distant comme les années mêmes que j'avais consacrées à le construire. Mon téléphone a vibré. Un message de Melissa. Le dossier a été soumis à la SEC et au tribunal du comté de Cook. Ils ne pourront pas déplacer les actifs. J'ai fixé l'écran et j'ai expiré lentement. Pour la première fois, tout le pouvoir, la gloire et le vernis que Nathan et Victoria avaient construits ont commencé à se fissurer. Et à l'intérieur de ces fractures, je n'ai vu aucune haine, seulement la montée d'un nouvel ordre, un que j'avais écrit moi-même. Ce soir-là, la porte du Penthouse a grincé en s'ouvrant alors que la serrure tournait lentement. Nathan est entré, son costume portant encore des traces d'alcool et de fumée de cigare, l'air d'un homme qui a traversé une tempête médiatique, mais qui essaie de paraître calme. Il a jeté ses clés sur la table. Victoria ne faisait que te tester. Elle voulait voir si tu étais toujours engagé envers Atlas. Tu as tout mal compris. Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement regardé dans les yeux et j'ai posé le dossier épais que j'avais préparé pendant la nuit sur la table. J'ai ouvert chaque page. Les relevés bancaires, le reçu Tiffany de 36 000 $, les dépenses au parc Hyatt Manhattan, les images de la caméra du couloir de l'hôtel de Boston et un rapport sur les transactions boursières ratées. J'ai parlé lentement, chaque mot délibéré. Ces dépenses n'étaient pas autorisées. C'est un détournement d'actifs de l'entreprise. Nathan a laissé échapper un rire sec, essayant de maintenir son air de confiance habituel. Tu exagères. C'étaient des frais liés aux clients. Tu sais comment sont les investisseurs. Rien n'est jamais simple. Je suis restée silencieuse. J'ai tourné la page suivante. Un résumé des transactions sur des comptes fictifs et des dettes de jeu à Las Vegas s'élevant à des millions. Son sourire a disparu. J'ai sorti le dernier document. Le certificat confirmant ma propriété de 55% des actions et de tous les brevets de base. Les yeux de Nathan ont vacillé. Il a tendu la main pour le prendre, puis l'a lâché, comme si le papier pesait plus que n'importe quelle excuse. Je l'ai regardé, ma voix basse mais stable. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas effacer les données brutes. Et ces données disent qu'Atlas ne t'appartient pas, le silence a rempli la pièce. Le tic-tac de l'horloge murale résonnait comme un compte à rebours. Nathan s'est affaissé sur la chaise, les mains tremblantes. Je voulais juste protéger mon image. J'avais peur de tout perdre. Je l'ai regardé longuement, puis j'ai dit doucement. Tu l'as déjà perdu, Nathan. Pas aujourd'hui. Au moment où tu as choisi la trahison. J'ai rassemblé les documents, organisant chaque feuille qu'il ne pouvait nier. Nathan est resté assis là, immobile, les mains jointes, fixant le sol comme un homme à qui on a rendu un verdict final. Puis il s'est levé, a titubé de quelques pas, a pris son manteau sans me regarder. La porte s'est ouverte. Une rafale de froid a agité les rideaux. Il s'est retourné comme pour dire quelque chose, mais ne l'a pas fait. Je ne l'ai pas suivi. Je ne l'ai pas arrêté. J'ai simplement regardé sa silhouette s'estomper au-delà de la porte, la serrure tournant doucement, fermant tout entre nous. L'appartement est tombé dans le silence, sauf pour le vent sur le balcon et la lumière chaude scintillant sur la table, où le certificat de propriété de 55% et les brevets portant mon nom reposaient encore. À ce moment-là, j'ai su que ce n'était pas moi qui l'avais quitté. Il était déjà sorti de ma vie, enveloppé dans l'illusion autrefois appelée Nathan Carter. Lundi matin, la nouvelle s'est répandue dans tous les médias financiers et technologiques. La première page du Bloomtech Daily portait le titre en gras.
Le PDG d'Atlas Robotics, Nathan Carter, démissionne au milieu d'allégations de détournement d'actifs de l'entreprise et de mauvaise gestion. J'étais assise dans mon bureau, l'écran devant moi affichant l'annonce interne signée par Nathan lui-même, les mots froids et brefs. Moi, Nathan Carter, démissionne par la présente de mon poste de PDG d'Atlas Robotics et reconnaît que l'ingénieure en chef et fondatrice, Olivia Carter, détient la responsabilité principale de toutes les inventions de base et des systèmes logiciels de l'entreprise. Il avait signé la lettre de démission, le règlement du divorce et l'accord de vente de 33% de ses actions pour rembourser ses dettes, le tout déposé par l'avocate Melissa Thorne ce matin-là. J'ai lu jusqu'à la dernière page, sa signature bleue tremblante encore légèrement bavée. Il n'y avait plus rien à sauver. En 48 heures, le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence et a mis fin à tous les liens d'investissement et de partenariat avec Victoria Langford, citant des violations éthiques et une manipulation des médias. Tous les articles promotionnels sur l'audacieuse investisseuse ont disparu des réseaux sociaux aussi rapidement qu'elle était apparue. Beaucoup m'ont exhorté à publier la vidéo de la demande en mariage au gala. Le clip, divulgué par un journaliste, comme le coup de grâce parfait, mais j'ai refusé. Je n'avais besoin d'aucune arme au-delà de la loi et de la vérité. Leur effondrement n'exigeait pas une autre frappe. Il n'avait besoin que de lumière. Cet après-midi-là, je suis sorti du siège d'Atlas, j'ai passé le grand atrium en verre, où le soleil couchant brillait maintenant sur le logo de l'entreprise que j'avais autrefois esquissé avec mon grand-père. Un groupe de jeunes ingénieurs attendait dehors. Ils n'ont rien dit, ont juste hoché la tête tranquillement. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais atteint la moitié de mon voyage. La porte derrière moi s'est refermée, emportant avec elle l'écho d'un chapitre maintenant terminé, et je savais que ce qui restait maintenant était le chemin de la Renaissance, où personne ne marchait à mes côtés, sauf moi-même. La réunion du conseil d'administration s'est tenue dans la grande salle de conférence au 32e étage du siège d'Atlas Robotics, un endroit où j'avais autrefois passé d'innombrables nuits à tester des logiciels, mais où mon nom n'avait jamais été prononcé en tant que fondatrice. Ce jour-là, je portais un costume bleu nuit, sobre et discret, mais chaque pas résonnait fermement et régulièrement sur le sol de marbre. Sur l'écran, j'ai présenté le brevet de base pour le système de positionnement médical que j'ai développé il y a 3 ans, ainsi que le certificat de propriété délivré par Lusto, les documents de transfert de fonds fiduciaires de mon grand-père, l'homme qui a investi les 4,2 millions de dollars initiaux pour lancer Atlas Robotics, et un ensemble complet de relevés bancaires prouvant que Nathan n'avait jamais servi que de représentant légal temporaire. À la fin de la présentation, j'ai montré un email de l'avocate Melissa confirmant que j'étais la première à avoir déposé les documents de l'entité juridique et que je détenais le pouvoir de nommer et de révoquer le PDG. La pièce est tombée dans le silence pendant quelques secondes. Puis Lisa Reed, la directrice technique chevronnée, s'est levée et a dit « Je connais Olivia depuis le tout début. C'est elle qui a conçu l'algorithme de base que nous utilisons dans 23 des plus grands hôpitaux. Je propose de la reconnaître formellement comme la fondatrice légale. » Un autre membre du conseil a hoché la tête. Un troisième a ajouté, cette entreprise a besoin d'une restructuration basée sur des fondations techniques et un leadership éthique. Finalement, le conseil a voté à l'unanimité. J'ai été reconnue comme la fondatrice et conseillère technique en chef. Lisa a été nommée PDG par intérim et Nathan, eh bien, personne n'a mentionné ce nom pendant la réunion. Je suis restée assise tranquillement un moment lorsque le mot « approuvé » est apparu à l'écran. Non pas parce que cela ressemblait à une victoire, mais parce que le nom d'Olivia Carter avait enfin été restauré à la place qu'il méritait depuis le début. Du jour où Lisa Reed a officiellement pris le rôle de PDG, Atlas Robotics a semblé renaître. Le laboratoire de recherche négligé a été réinvesti. Les ingénieurs que Nathan avait poussés à démissionner ont commencé à revenir, apportant avec eux l'esprit pur de l'objectif que nous croyions autrefois. La première décision de Lisa est intervenue à peine 3 jours après sa prise de fonction, se retirer entièrement des contrats de défense et recentrer les efforts de l'entreprise sur la robotique d'assistance médicale, en particulier les nouveaux modèles conçus pour les hôpitaux communautaires et les centres de soins pour personnes âgées. Un mois plus tard, Atlas Robotics a signé un accord national avec le Mercy Care Hospital Network, livrant plus de 1200 unités de soins autonomes pour soulager le personnel médical dans 17 États. Les médias ont appelé cela une « renaissance morale d'une entreprise technologique », mais pour moi, c'était la guérison finale d'un rêve autrefois volé. J'ai quitté Atlas sans un grand adieu. J'ai simplement envoyé un dernier email à tout le personnel se terminant par les mots « construisez non pas pour impressionner, construisez pour guérir ». J'ai déménagé à Cambridge, dans le Massachusetts,
et je me suis installé dans une petite maison près de la rivière Charles. Le matin, je travaillais l'argile, des mains autrefois utilisées pour écrire du code, modelant maintenant quelque chose de brut et de lent. L'après-midi, j'enseignais l'estime au centre de jeunesse local, travaillant avec des filles de 10 à 14 ans, les aidant à construire de petits robots, à comprendre les moteurs et les capteurs, mais plus important encore, les aidant à croire que l'intelligence et la gentillesse pouvaient coexister. Dans une classe, une fille aux cheveux bouclés m'a tiré la manche. Mademoiselle Olivia, puis-je construire une entreprise comme la vôtre? J'ai ri, non pas de la question, mais du regard dans ses yeux, une lumière que j'avais autrefois portée, presque éteinte. Je l'ai regardée et j'ai hoché la tête. Tu peux. Rappelle-toi juste de ne construire quelque chose que si cela aide les autres à mieux vivre. À ce moment-là, j'ai su qu'Atlas était né de nouveau. Non seulement dans les machines, mais dans les jeunes esprits maintenant emplis de conviction. 3 mois après avoir quitté Atlas Robotics, une lettre manuscrite est arrivée à ma nouvelle adresse à Cambridge. L'écriture inclinée, indubitable. C'était de Nathan. Pas de justification, pas de « s'il te plaît ». Juste 2 pages pliées dans une enveloppe brune commençant par la ligne. Ce que j'ai perdu, ce n'est pas l'entreprise, mais la chance de marcher à tes côtés. Quelqu'un qui n'a jamais fait ce qui était juste pour les louanges, mais parce que c'était juste. Il a partagé qu'il vivait maintenant dans la forêt tropicale de Dintrey, dans le Queensland, en Australie, travaillant comme guide écotouristique, un travail qui lui, apprend à écouter la nature au lieu de la dominer, comme je le faisais autrefois avec les gens. En pièce jointe se trouvait une copie d'un plan de remboursement arrangé par un avocat neutre. Chaque trimestre, il contribuerait la majorité de ses revenus et de ses actifs restants pour rembourser les pertes. Je n'ai pas répondu. Je n'ai fait aucun effort pour le recontacter. La rédemption, si elle est sincère, n'a pas besoin d'un pardon immédiat. Quant à Victoria, sa carrière a plongé après que plusieurs fonds d'investissement ont retiré leur soutien, citant des violations éthiques passées et une opacité financière. Les médias financiers l'ont qualifié de « la beauté qui a autrefois fait la une des magazines », maintenant tranquillement en train de négocier des actions depuis un appartement loué. Dans de rares interviews, Victoria a évité toute mention d'Atlas ou de moi, comme si le nom lui-même était devenu une blessure tacite. Peut-être qu'elle investit toujours, qu'elle parie toujours sur le marché, mais le monde financier ne la voit plus comme une étoile montante, seulement comme un rappel. Le talent ne peut remplacer l'intégrité, et la gloire peut disparaître du jour au lendemain. Je n'ai ressenti ni joie ni vengeance en l'entendant. J'ai juste soupiré comme on le fait après une tempête, avec des débris éparpillés mais des leçons apprises. Ce que j'ai perdu ne reviendra jamais. Mais ce que j'ai préservé, la dignité, les valeurs et un avenir, ne pourra jamais m'être enlevé à nouveau. Un matin d'avril, dans ma petite maison de Cambridge, j'ai apposé le dernier cachet sur les documents de constitution de la Fondation Aria, une fiducie caritative nommée d'après mon grand-père, Aria Benjamin. Un nom autrefois effacé des registres de l'entreprise par des forces familiales, apparaissait maintenant hardiment sur les en-têtes juridiques, liées à la mission que j'ai choisie pour le reste de ma vie. Fournir gratuitement des robots d'assistance médicale aux maisons de retraite sous-financées à travers le pays. J'ai écrit une lettre manuscrite à la première maison de retraite en Oklahoma, la même qui avait autrefois refusé mon grand-père faute d'assurance. J'y ai écrit, je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer la solitude de quelqu'un d'autre à l'avenir. Le programme a commencé modestement, juste quelques unités conçues pour aider à la mobilité et aux signes vitaux. Mais les retours des personnes âgées m'ont ému aux larmes. Une femme de 83 ans du Kansas a écrit « Je n'ai plus peur de tomber en marchant de mon lit à la fenêtre. C'est comme avoir la fille que je n'ai jamais eue à mes côtés. » Chaque lettre, chaque photo était la preuve silencieuse que l'héritage n'est pas une question de richesse. C'est ce que vous laissez derrière vous qui aide les autres à respirer plus facilement. Un après-midi de juillet, je me tenais dans mon petit atelier de poterie, le tour tournant doucement, mes mains façonnant délicatement un nouveau vase. La lumière dorée du coucher de soleil filtrait à travers la baie vitrée, projetant l'ombre d'un érable pourpre sur le mur blanc. Derrière moi se trouvaient des étagères remplies de créations de mes élèves, des filles de 12 et 13 ans de mes cours de STEAM du matin. Des rires résonnaient du coin alors qu'elles dessinaient des visages souriants sur des prototypes de robots. J'ai baissé la tête et j'ai souri. Plus de souvenirs douloureux, plus de noms pour m'alourdir. Juste moi, une femme, une ingénieure, une enseignante, une petite fille, libre, entière, et vivant une vie qui n'a besoin de se prouver à personne. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer,
vous abonner et partager la vidéo avec une femme que vous connaissez, quelqu'un qui mérite aussi d'être entendu, d'être cru et d'être libre. Et n'hésitez pas à commenter. D'où regardez-vous, et que voudriez-vous dire à Olivia ?